Voilà. Je voulais qu'on commence l'émission comme ça. Il n'y a aucun avant-propos, ça n'a rien à voir avec l'émission. Le sujet du jour, on ne va pas parler des masques africaines, non. C'est juste que j'ai écouté ça dans la voiture et ça m'a donné la pêche. Alors vous qui nous regardez sur Culture Business au Canal 10, bonjour à vous. Merci de nous retrouver pour cette émission économique. Je précise économique, hein, bon. Voilà, aujourd'hui on ne parle pas de culture du tout. Mais je tenais à passer cette chanson qui, je pense, a une bonne humeur communicative. Et je voulais entamer l'émission comme ça. Voilà, aujourd'hui, on a un sujet essentiel, un sujet qui est sur toutes les lèvres, puisque nous allons nous poser la question de est-ce que c'est difficile ou pas de vivre de son activité et de la développer en Guadeloupe. Est-ce que c'est plus difficile qu'ailleurs? Donc, nos invités vont répondre à ces questions. Ils sont là, ils sont en pleine forme. Nous avons une partie d'invités en plateau et une autre partie qui sera par téléphone, puisque ce sont des gens de la diaspora qui ont travaillé ici et qui, maintenant, ont été faire leurs armes ailleurs. Nous aurons aussi notre WhatsApp trottoir, comme on l'a appelé. On va écouter vos avis, vous qui aimez cette émission, vous qui souhaitez participer, vous qui nous avez envoyé des audios. On va écouter les différentes interviews. Alors, je vais saluer mes comparses. Comment allez-vous? Très bien, Vous avez changé de place aujourd'hui. Il ne faut pas rester dans les habitudes. Voilà. Il faut s'adapter. Voilà, tout à fait. Très bien. Ravi de vous retrouver, de retrouver nos téléspectateurs ce matin. Et très bonne pêche. Toi, tu as écouté de la musique. Moi, je me suis rendue à un salon, une journée qui se passe à la Rose Gosier. Goyave, pardon. Oui. La Rose Goyave. Le salon Noukika, qui est organisé par l'association Kawikria. Et là, il y a beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup d'idées créatives, de choses très intéressantes. Je vous invite à y aller aujourd'hui. Ça continue jusqu'à quelle heure? De 9h à 18h aujourd'hui. Très bien. Voilà. OK. Goyave, hein? À Goyave, à la Rose Goyave, juste en face de la glacière, là. Donc, tu t'es fait remarquer c'est magnifique. Avec tes jolies boucles d'oreilles? Ah ben justement, il y a une créatrice là-bas qui fait ça. Ah, tu as acheté ça là-bas? Je l'avais déjà acheté, mais elle est là aujourd'hui. C'est magnifique. Il y a de très belles réalisations. Très bien. Voilà. François, qu'en fait? Ah bien. Là, les couleurs sont neutres. Ben oui, j'ai eu des reproches, donc bon, voilà. Qui a osé? D'après toi, ne demande même pas de questions parce que ça va dériver. Mais sinon, toujours en pleine forme, toujours enjoué d'être là pour servir nos téléspectateurs. Très bien. Je rappelle qu'on est en Facebook, sur le Facebook de Canal 10 et en télé. Très bien. On va saluer toutes ces personnes-là qui nous suivent depuis un moment, nous sommes sur la 2e saison. Beaucoup de gens qui nous encouragent et tout, on continue. Nous là, et nous on va continuer. Alors, on va saluer nos invités en plateau. Donc, nous avons Alicia Raboisson. Bonjour. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, tu es gérante de Bananas Burg. Qu'est-ce que c'est que Bananas Burg? C'est un fast-food local. On fait des burgers de bananes plantain, de fruits à pain. Et il y a aussi du pain pour ceux qui ne mangent pas de bananes. Et du coup, en fait, le but, c'est d'utiliser tout ce qu'on a chez nous. On a de bonnes racines avec lesquelles on peut faire différentes choses. Et nous, on a décidé de le faire en pain. Donc, on le frit, en fait, on le pèse et ça fait le pain du burger. Donc après, vous composez votre burger, vous choisissez vos légumes, votre viande, vos fromages. Et c'est accompagné de frites. Et du coup, voilà. Très bien. On va revenir sur ça tout à l'heure. Tu es très jeune. Oui. Dans le monde de l'entrepreneuriat. On n'est jamais trop jeune. Hein? Non, mais tu sais, je vais t'expliquer pourquoi c'est important pour nous de le dire. Ce n'est pas un reproche, au contraire. C'est de dire qu'on peut entreprendre très jeune. Voilà. D'accord? C'est justement pour valoriser. Tu as quel âge? 20 ans. Voilà. 20 ans et elle est sur le marché. Voilà, c'est ça qu'on veut. Parce que c'est un élément qu'on dit à Culture Business qu'il faut que notre jeunesse arrête d'attendre, de se dire j'ai pas de travail, je n'ai pas ci, ou bien on me paye pas à ma juste valeur, j'ai passé mes diplômes et tout ça. Prenez-vous en main, regroupez-vous, montez vos business. Justement, cette matière grise que vous avez accumulée, mettez-la au service de votre pays et vous verrez, vous allez créer vous-même votre salaire
et cesser de fuir ce pays comme si on avait la peste. Voilà. Donc, salut à toi. De toute façon, on va découvrir un peu tout ce que tu fais et tu auras l'occasion de réagir à cette grande question du jour. Frédéric Landreau, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Voilà. Je précise que cette dame-là est très dissipée. Hein. Avant l'émission, elle n'arrêtait pas de parler. Qu'est-ce que tu fais? Entre dissipé et humeur taquine. Voilà, c'est bien. C'est bien de repréciser. Donc, tu représentes le cabinet Apogée. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Apogée? Alors, Apogée, c'est un cabinet d'accompagnement éducatif qui travaille avec des jeunes, avec des parents et avec des professionnels de l'éducation. Mon rôle de travail, c'est d'accompagner les gens à devenir ou redevenir le capitaine du bateau de leurs efforts. Waouh! Je précise que ce n'est pas de moi, c'est de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est né ici et qui s'appelle Kerry James. Kerry James qui a dit ça? Exactement. C'est beau, donc c'est bon. Très, très bien. C'est un Guadeloupéen, il faut préciser. C'est pour ça que je dis qu'il est ici. Voilà. Ah oui, je sais pas. On pense que voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait dans l'île de France. Non, non, il est bien fait de Zabim, c'est bien là. C'est vrai. Il faut qu'on l'invite ici. Hein. C'est vrai que c'est un artiste qui est un des rares à rester dans une ligne où il contribue à l'élévation au lieu de tout ce qu'on entend aujourd'hui qui des fois on se pose des questions. À quoi sert le monde artistique? Voilà. Bon, nous aurons tout à l'heure monsieur Gilles Cajimir qui est coach professionnel qui va venir en deuxième partie d'émission pour nous donner son avis et lui qui accompagne les entreprises. Au téléphone, nous aurons dans un petit moment Karine Duménil. Elle est déjà là. Karine, bonjour. Oui, bonjour Patrice, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ben, ça va. Alors, on rappelle que tu es dans l'Hexagone. Où précisément? Ben, je suis à Nice. Il faudrait couper ton retour. Hein. Dans le sud. Il faut couper le retour. Ah, j'ai pas de retour, je suis juste sur mon téléphone. D'accord. C'est bien. Ah, c'est peut-être, oui, il y a un retour qu'on entend. Donc voilà, tu es à Nice. Donc tu as beaucoup travaillé en Guadeloupe. On t'a vu à l'œuvre dans le domaine des taxis et d'autres domaines. Tu es une femme très active et aujourd'hui, tu vis à Nice. On va voir avec toi hein, sur l'ensemble des questions qu'on va relever sur cette problématique. Ensuite, nous aurons aussi M. Thierry Corbin qui est chef d'entreprise aussi, qui a fait beaucoup d'œuvres dans le domaine de l'événementiel, qui est du côté de Bordeaux, qui sera là. C'est un de tes amis aussi? Oui, avec qui on a fait beaucoup de choses aussi. Très bien. On aura aussi Madame Jacqueline Jacqueret, qui est gérante de la boutique Kaladja, qui sera aussi par téléphone. Malheureusement, on devait vous avoir en Zoom. On a un petit problème technique qu'on va régler d'ici peu. Et nous finirons par Monsieur Dominique Virassami. Alors, on va tout de suite rentrer dans la question. Hein. L'idée, c'est on va écouter quelques WhatsApp témoignages et juste après, on revient vers vous. Alors, tout dépend de ce qu'on propose. Malheureusement, en Guadeloupe, nous avons beaucoup de diversité, mais nous ne sommes pas dans la diversité parce que nous n'avons pas cet esprit d'entrepreneuriat. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils font toujours le même business. Soit ils vont vers les métiers de la bouche avec comment ça s'appelle, les food trucks, ou soit en fait ils vont vers le bâtiment et le travail n'est jamais fini, mais nous ne voyons pas vraiment un essor d'entreprendre, un essor de nouveaux métiers, de nouvelles entreprises. C'est toujours la même chose malheureusement. Voilà. Alors, bonjour, oui, effectivement, pour moi, c'est plus compliqué de développer son business en Guadeloupe. Alors, tout dépend du secteur dans lequel on est, mais il y a quand même pas mal de freins. L'insularité, c'est déjà un premier frein. Pour moi, en fonction de l'activité, le fait que les filières soient peu structurées ou mal structurées, en particulier les filières artisanales. Et ensuite, on a le fait que le marché soit beaucoup plus étroit. Donc, soit il faut créer des filières d'excellence, avec des produits à forte valeur ajoutée, exportables, soit il faut trouver d'autres solutions. Mais pour moi, c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Isabelle Téchec, je vis dans l'Hexagone. Pour répondre à votre question, est-ce plus difficile de vivre de son activité ou de la développer en Guadeloupe qu'ailleurs? Je pense que ce n'est pas un frein de vivre en Guadeloupe et de développer son activité
par rapport au développement, au déploiement des réseaux, notamment de la 4G, de la 5G, et également du travail en ligne qui se développe. On peut travailler avec n'importe quelle société qui se trouve à travers le monde, dans n'importe quel pays. On peut téléphoner, avec toutes les techniques numériques qui se développent. Donc, je ne pense vraiment pas que ce soit un frein. Notamment si on est dans le service, qu'on n'a pas besoin d'une forte de locaux, de locaux pour pouvoir travailler, de grands locaux, de grandes surfaces, on n'en a pas besoin. Donc vraiment, et puis c'est une opportunité avec tout ce développement par rapport à l'intelligence artificielle pour pouvoir se lancer dans son activité, surtout c'est bénéficier de toutes ces opportunités qui nous sont offertes au XXIe siècle et puis se lancer, surtout avoir volonté de le faire. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question et à bientôt. Est-ce plus difficile de vivre de son activité et de développer en Guadeloupe qu'ailleurs? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Alors, non, parce que tout est une question de mentalité, de persévérance et de travail. Et oui, parce on se lance toujours dans un marché qui est déjà gouverné, c'est un bien grand mot, hein, mais qui est déjà bien pénétré par d'autres personnes. Et du coup, en Guadeloupe, les mentalités sont très, très dures à faire changer, surtout dans la consommation consciente. Mais sinon, moi, non, en fait. Je trouve pas ça difficile. Trouver sa cible, avoir une bonne communication et se faire un beau carnet d'adresses, du réseautage et ça fonctionne. Ça prend le temps qu'il faut, mais ça fonctionne en fait. Il faut juste être déterminé et productive. Voilà. Oui, déterminé et productif. J'ai noté ça. Il y a la question des filières qui sont peu structurées. Ça, on reviendra sur ça. Je pense que François Aimé, ça te parle. La question de la 4G, parce qu'apparemment, on peut envoyer tout par la 4G, même le bokit, ça marche. Donc, le développement numérique, vous m'avez fait rigoler là. Ça dépend des filières. Donc, elle disait que la 4G, elle est bien développée, donc ça doit permettre qu'on puisse relever des défis. Alors, on n'a pas de grand besoin de locaux, selon cette auditrice, qui dit aussi qu'on pourrait profiter des questions d'intelligence artificielle qui aujourd'hui apportent d'autres solutions. La question de la mentalité, un gros sujet sur qui nous sommes. La persévérance au travail. On a vu ça justement quand on a fait l'émission avec la communauté haïtienne sur la question de quelles étaient les raisons du succès. Le marché qui est bloqué par d'autres, encore une question qui revient. Voilà, et la détermination. Je vais partir du côté du téléphone tout de suite avec Karine. Alors Karine, selon toi, concernant cette grande question, quand on t'a posé la question, quelles sont les idées qui te sont venues tout de suite? Est-ce que c'est plus difficile, toi qui justement œuvres dans un autre pays, tu es du côté de Nice, comment tu perçois cette question? Moi, franchement, quand j'étais en Guadeloupe, j'ai eu beaucoup d'obstacles pour créer. Donc, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que il fallait avoir de la détermination, travailler, oui, mais je trouve qu'ici, alors c'est pas plus simple, il y a d'autres obstacles, il y a d'autres problématiques, mais c'est moins difficile d'échanger avec quelqu'un, de se constituer un réseau et de se dire, voilà, moi j'ai telle compétence, toi t'as telle compétence, on vous met en contact et on commence à travailler tout de suite. Il n'y a pas tous ces freins là-dessus, pour moi, je trouve que tout va plus vite. Voilà. Après, ce que j'ai rencontré aussi comme difficulté en Guadeloupe, c'est surtout la structuration de l'économie en Guadeloupe. On sait très bien que les filières les plus développées, ce sont les filières de la grande distribution, de l'automobile, etc. Mais par contre, tout ce qui concerne notre patrimoine gastronomique, par exemple, on a le modèle sur le plateau qui fait des burgers de banane plantain, etc. Est-ce qu'on peut exporter tout ça? Normalement, on devrait l'exporter pour faire en sorte que cette gastronomie soit connue ailleurs.
Sachant que pour moi, je ne fais pas du chauvinisme, mais je trouve que la gastronomie guadeloupéenne, martiniquaise, en tout cas des Antilles françaises, reste quand même assez bien vue ailleurs dans la Caraïbe et ailleurs. D'ailleurs, on voit maintenant des gens sur Paris qui ont Phuket, etc., qui ne sont pas forcément antillais. Donc, on ne surfe pas suffisamment, je trouve, sur cette vague de l'essor de notre culture ailleurs, et on le voit en ce moment avec cette polémique sur Dadju. Je trouve que nous-mêmes, on ne profite même pas de l'engouement de notre culture en ce moment. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que ça va perdurer dans le temps? Je ne sais pas. Mais je trouve que ce manque de structuration, ce manque de reconnaissance aussi qu'on peut avoir pour nous-mêmes, ça aussi, ça peut être un frein. Alors, je rebondis, en fait, Karine, sur ce que tu disais. Tu disais tout à l'heure que nous avons plus tendance à travailler en solo, et c'est l'un des freins, et que le manque de structuration, le manque de réseau aussi constitue un des freins au développement de l'activité. Alors, j'aurais tendance à poser à interpeller nos invités qui sont sur le plateau sur ces deux points. Moi, je n'ai pas compris. Alors, je disais, donc, Karine disait tout à l'heure que travailler en solo et ne pas avoir suffisamment de réseau constitue un des deux freins, en tout cas des freins au développement d'activité et aux difficultés qu'elle a pu rencontrer dans la mise en place de son business. Est-ce que vous avez rencontré, vous êtes confronté à cela? Pas ce genre de problématique. Pour ma part, je me reconnais pas du tout dans ça. Donc peut-être que j'ai pas forcément bien compris, mais je me reconnais pas dans ces problèmes. Est-ce que tu as toutefois eu des difficultés? Ah oui, pour le coup, oui. Dans quel genre? Du côté administratif, du côté financier et du côté sociétal. C'est-à-dire? Donc, du coup, par exemple, pour les administratifs, du côté administratif, faut savoir que je pense que pour créer une entreprise, c'est beaucoup de paperasse. C'est vraiment le début du commencement, c'est ce qu'il faut. Et en fait, ici, peut-être ailleurs, mais je parle d'ici parce que c'est en Guadeloupe que je connais, on a un problème avec les horaires, les téléphones. Quand tu appelles, ça ne répond pas. Quand tu arrives, ils n'ont pas les réponses, ou alors ils ont un gros manque d'empathie. C'est pour ça que parfois on dit souvent que ici, si tu n'as pas de filon, tu ne fonctionnes pas. J'ai vraiment du mal avec ce genre de stigmate, mais en fait, ça peut paraître véridique parfois, parce que quand tu arrives, et que moi, personnellement, j'ai pas eu accès à ce genre de filon, mais je pense que c'est parce que j'ai une force caractérielle qui fait que je me suis pas laissée faire. Mais si jamais tu es quelqu'un qui attend à ce que ça se passe comme ça devrait se passer, c'est-à-dire normalement, je pense que tu peux avoir beaucoup plus de difficultés. Parce qu'il faut toujours aller dans le forcing, il faut pas accepter un non, il faut revenir plusieurs fois, il faut rappeler et rappeler. Enfin, j'ai un exemple assez bête. Au début, on a commencé dans un food truck. Et donc, on était à la recherche d'une place. Il y avait une place à Pointe-à-Pitre qui avait des poteaux électriques. Il faut savoir que tout ça, c'est payant. C'est pas de la gratuité, c'est payant. Ouais. Et donc, du coup, on a fait la demande, etc. Et ça répondait pas. Donc, il a fallu que je revienne plusieurs fois. On a fini par me dire, oui, mais il y a un problème avec un poteau électrique. Sauf qu'il y avait déjà quelqu'un là. Et il y a au moins 3-4 poteaux électriques. Donc, je dis, oui, il y a un problème, mais les problèmes, ça se résout. Puisqu'ils ont un secteur d'électriciens, etc. Donc, je ne comprends pas comment ça fait un mois qu'on me dit la même chose. Et ils ont fini, peut-être parce que je les ai pris par les oreilles, presque, désolée, mais en fait, ils ont fini par régler le problème en 5 minutes pour juste te faire galérer, juste te dire non. Et je trouve que c'est presque méchant, en fait. On est presque nous-mêmes à nous mettre des bâtons dans les roues, parce que je vois pas pourquoi tu veux m'empêcher d'avoir une place qui est là, qui est libre, qu'il faut payer et qu'il faut juste régler en 2 petites minutes, quoi. Enfin, ça fait partie d'un des problèmes que nous, on a eu. Alicia, tu confirmes ou tu infirmes? Non, c'est Frédéric. Frédéric, pardon, désolé. Ce que je peux dire, c'est que la Guadeloupe, c'est un territoire hostile. Mon analyse, mon ressenti... Tu peux définir, s'il te plaît? Quand on prend une situation géographique, une île est un territoire hostile. On prend n'importe quelle île, qui soit faite de palétuviers. Je prends par exemple l'île Tubéran, qui soit faite de palétuviers, ou qui soit fait de géologie, ou qui soit fait de calcaire comme la Barbade, de géologie comme ici. De formation karstique, c'est un territoire qui est hostile. Donc il a fallu que l'homme qui aille dessus arrive à l'apprivoiser. Donc pour moi, la Guadeloupe, économiquement, est également un territoire hostile. Donc il y a des méthodes, des stratégies à développer pour pouvoir arriver à s'installer. Et en fait, je rejoins ma collègue.
Pour créer, c'est déjà quelque chose de particulier. Il faut avoir l'énergie de créer, il faut avoir l'envie. En même temps, chef d'entreprise, il est commercial, il est secrétaire, il est agent de recouvrement, il est trésorier, il fait tout en même temps et il doit maintenant s'occuper de la communication parce que s'il ne communique pas, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, quand tu dis un chef d'entreprise, c'est ça. Ça, c'est la bonne définition. Moi, j'ai l'impression qu'un chef d'entreprise doit savoir déléguer. Il doit savoir déléguer. Donc, ça veut dire que ça, ce que tu dis la chef d'entreprise est, je crois que plutôt on se retrouve à faire ça, mais c'est pas ça un chef d'entreprise. Je suis d'accord avec toi. Ici, on défend justement la question de, il faut des accompagnements, on ne peut pas être à tous les secteurs. Superviser en tout cas tous ces domaines-là. Je suis d'accord avec toi. Quand je suis d'accord avec toi, je vais préciser ma pensée. Oui. Quand il crée, il n'a pas d'argent. L'information qui circule sur tous les réseaux sociaux, tu peux créer une entreprise à 1 euro. Ça ne fonctionne pas au niveau de la banque. La banque te dit, si tu as 1 euro, tu me demandes 50 000 euros pour investir dans ton food court ou dans ton local de 15 mètres carrés, c'est que tu ne crois pas en ton projet à toi. Donc, je ne vais pas te donner d'argent parce que mon travail à moi, c'est de prêter de l'argent pour récupérer de l'argent supplémentaire. Est-ce que c'est anormal, Frédéric? Alors, je ne sais pas si c'est normal ou anormal. C'est comme ça que le système est construit. Et je suppose que Gilles Casimir va aller dans mon sens parce que lui, un de ses postulats, c'est qu'un problème est un système. Donc, le système est conçu comme ça à prendre ou à laisser. Au-dessus de ça, quand une personne crée son entreprise, elle doit être en capacité de se poser des questions multiples et variées parce qu'en fait, c'est comme un motard. Elle doit attendre l'inattendu et elle doit savoir s'organiser par rapport à ce qui peut se produire. Et pour moi, la question de la création, c'est déjà un accouchement en soi. Le deuxième accouchement, donc l'éducation de l'enfant, parce que mon entreprise, c'est mon bébé, c'est comment je fais pour partir de A pour arriver au moins jusqu'à B ou C avec tout ce qu'il y a comme éléments aux alentours. Et c'est là que l'hostilité se met en place de manière plus prégnante, j'ai envie de dire. On va aller chercher le client. Je veux déléguer, mais il faut que je prenne le temps de connaître qui est mon collaborateur, parce que je vais comme lui confier mon bébé, mes tripes pour lesquelles je n'ai pas dormi pendant plusieurs nuits, par exemple, pour créer mon projet. Je veux le confier à mon collaborateur, mais il faut que j'ai l'argent pour payer le collaborateur. Est-ce qu'il y a des gens, il y en a ici, mais ce n'est pas tout le monde qui peut attendre que tous les clients les payent à 30, 60, 90, 120 jours. Il y a déjà parfois des clients institutionnels qui le font déjà et ça met les trésoreries en difficulté. Dans mon cas, je travaille avec l'établissement scolaire, je suis payé 2 à 3 mois après une intervention parce que c'est le délai institutionnel, administratif du traitement de l'information. Frédéric, ça veut dire que tu t'es organisé, tu as tenu compte des délais, tu t'es organisé en conséquence. Tout à fait. Ok. Donc moi, ce que je veux rajouter, c'est que oui, c'est vrai, on peut avoir toutes ces difficultés que vous avez citées, mais un chef d'entreprise, avant d'entreprendre, trop souvent ce n'est pas le cas, doit réfléchir sur son projet. Tout à fait d'accord. Trop souvent, on entreprend de fait, voilà, mais on n'a pas travaillé sur son projet. Travailler sur son projet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir un business plan. Je vais loin, parce que très souvent, ils n'en ont pas de business plan. Et ils ne voient pas l'utilité de l'utiliser après. Un business plan, pour moi, c'est obligatoire. Parce qu'en faisant le business plan, tu auras réfléchi à ta clientèle, à ton marché, à la concurrence, à la logistique, au système bancaire auquel tu dois faire face, etc. etc. Et la communication. Et Francémie, un business plan coûte en moyenne 700 euros. Je suis d'accord avec toi. Donc, quand tu parles de réfléchir, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est une préparation. C'est comme un sport. Pour moi, chef d'entreprise, c'est également un sportif. C'est une préparation. Viens quand tu veux. Hein. C'est une préparation pour pouvoir se dire que mon but, c'est de partir de A et arriver vers B. Tout en sachant qu'il va y avoir des éléments qui vont venir pour aider ou ralentir la dynamique. On est d'accord. Peut-être que on devrait partir par le départ, c'est-à-dire comment on définit une entreprise. Comment tu définis une entreprise? Une entreprise, c'est une entité, donc la juridique selon le choix de la personne. Oui, c'est une entité juridique qui produit des biens ou des services et qui les vend. Son but à elle, c'est d'être rentable. Si elle n'est pas rentable, c'est l'association. Ok. Alicia, quelle est ta définition de l'entreprise? Je vous avoue que je ne me suis pas posé forcément de questions. Moi, pour ma définition de mon entreprise, c'est la structure dans laquelle je me sens bien, que je peux faire plaisir et que je peux en vivre pour le moment au minimum, et j'espère peut-être plus tard mieux en tout cas. Et c'est quelque chose qui nous épanouit en fait, c'est surtout ça. Moi, ma définition de mon entreprise, c'est
quelque chose dans lequel je peux m'épanouir. Karine, quelle serait Alors, ta pour moi, définition de l'entreprise? Pour moi, effectivement, l'entreprise, c'est une personnalité physique ou morale qui est amenée à créer de la richesse, à créer du profit. Mais au-delà de ça, je pense aussi que l'entreprise ou l'entrepreneur doit aussi appliquer ses valeurs et sa vision du monde à travers l'entreprise. Voilà. Par exemple, vous avez parlé de business plan tout à l'heure. Le business plan, oui, c'est important. Oui, il faut préparer son projet. Mais il peut arriver parfois, malheureusement, que ce qu'on avait prévu dans le business plan ne fonctionne pas forcément sur la réalité du terrain parce qu'on a pris du retard sur l'acquisition du financement, parce que le projet a pris du retard pour X et Y raison, et qu'on soit obligé de réadapter cette vision et cette préparation en permanence. Pour moi, un business plan, souvent les gens pensent qu'on fait le business plan au moment où on lance l'entreprise et puis après on continue, mais un business plan, ça se réajuste tout le temps. En fait. À chaque fois que la stratégie est améliorée ou alors revue, le business plan l'est également. Et j'ai envie de dire que le business plan, même si on a des situations imprévues qui arrivent, mais au moins le chef d'entreprise a déjà réfléchi. Parce que quand on n'a pas du tout réfléchi, c'est encore plus difficile. Alors, justement, je disais mieux définir sa vision de manière à ce que tout au long de la vie de l'entreprise, qu'elle soit en permanence, qu'il y ait des rapports qui soient faits en permanence de manière à ce que le projet puisse se poursuivre. Brigitte, garde la main. Je voulais vous poser la question à tout le monde parce qu'il est intéressant de dissocier la question de la création d'entreprise de la question de la pérennisation, parce qu'il y a le seuil des 3 ans. Et on va parler de développement. Comme ce que tu dis, je vis, mais je voudrais maintenant créer de la valeur ajoutée. Ce n'est pas un juron de dire je veux faire de l'argent avec mon entreprise. Il faut qu'on sorte de ces schémas-là. Pour moi, la notion de rentabilité, ça va avec. Voilà, c'est ça un chef d'entreprise. On ne peut pas dissocier les deux. Quels sont les freins? Parce que moi, j'ai l'impression, et Brigitte nous confirmera, puisqu'elle a longtemps travaillé dans les collectivités, on a l'impression qu'en Guadeloupe, il y a pléthore d'accompagnement, peut-être mal structuré, mais on a l'impression qu'au niveau des collectivités, des institutions, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, contrairement à d'autres endroits où vous allez en France, il n'y a pas autant d'accompagnement, je parle dans l'Hexagone. Pour un jeune chef d'entreprise. Voilà, je voulais que Brigitte d'abord réponde, et ensuite Karine va compléter. Alors effectivement, il y a un grand nombre de dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place par les collectivités, donc que ce soit au niveau de la collectivité régionale qui est le chef de file du développement économique, que ce soit au niveau des EPCI, que ce soit dans une bonne mesure, et donc là on parle au niveau des communes, par exemple, ne serait-ce que pour l'exemple qu'a pris que tu as pris, Alicia, tout à l'heure, pour les AOT, un grand nombre de dispositifs qui sont mis en place. La principale difficulté auquel est confronté les entrepreneurs, c'est qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de communication. Encore, la communication n'est peut-être pas suffisamment adaptée. C'est ça. Parce que, alors, ça, c'est un premier point. Ce que tu disais, oui. Il y a la CCI, il y a les tout à fait, il y a les chambres consulaires, tout à fait. Il y a aussi les organisations professionnelles. Alors, il y a énormément de... Attendez, juste un instant. Je ne suis pas en train de dire que ça fonctionne, attention. Je dis que ce sont des faits. Il y a énormément de structuration, de propositions. Maintenant, on n'arrive pas à toucher le chef d'entreprise. Lui, il dit, mais on n'y a rien. Tout à fait. Alors, ce que dit le chef d'entreprise au regard de tous ces dispositifs qui sont mis en place, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'information. Peut-être que les canaux de distribution ne sont pas suffisamment adaptés au type d'entreprise que nous avons sur le territoire. Nous avons beaucoup de TPE, nous avons peut-être des personnes qui ne sont pas... alors aujourd'hui, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, on a beaucoup de personnes qui sont jeunes entrepreneurs, donc il y a peut-être des circuits de distribution, des canaux de distribution à avancer, à retenir, pardon. Et puis il y a aussi le fait qu'un entrepreneur, c'est vrai qu'il faut attendre à ce que l'information vienne à soi, mais il faut aussi aller chercher l'information. Et cette démarche-là, nos entrepreneurs, à mon sens, pour les avoir accompagnés pendant un certain nombre de temps, n'ont pas cette aisance, voilà, ce réflexe. Aller chercher l'information, parce que les dispositifs existent, mais on a l'impression que Karine... des deux côtés, en fait. Elle bouge du côté du téléphone. Karine? Oui? Vas-y. Tu voulais réagir? Oui, voilà, je vais réagir sur le fait que... je ne sais pas qui est-ce qui parle parce que je ne vous vois pas. Oui, c'est ça, d'accord. Brigitte. Voilà, mais en fait, moi je pense que l'entrepreneur va chercher l'information. Quand on va créer son entreprise à la CCI ou à la Chambre de métier, c'est déjà un premier pas vers la recherche d'information.
Ici, en Côte d'Azur, quand vous créez votre entreprise, vous allez à la CCI, vous avez un agent qui vous accompagne. Oui. Et il vous propose tous les dispositifs possibles concernant votre secteur d'activité. Par exemple, si je dois comparer 2 dispositifs similaires entre la région PACA et la Guadeloupe, en Guadeloupe, on avait le chèque numérique, qui était franchement, où on était quand même très bien lotis. Je crois que c'était une enveloppe de 10 000 € à l'époque. Moi, j'étais encore en Guadeloupe. Ici, l'enveloppe n'est pas de 10 000 €. Vous avez un coach qui vous accompagne pendant 3 mois pour créer tout un univers numérique autour de votre entreprise. Vous avez, je crois qu'il y a une enveloppe de 2 ou 4 000 € qui est reversée à l'entreprise pour payer ce coach. C'est bien ça. Voilà. Mais avant tout ça, vous avez quand même un agent de la CCI qui vous suit pendant plusieurs années si vous en avez besoin et qui vous invite à toutes les réunions, qui vous fait des rendez-vous personnalisés et on s'adapte. On fait presque du cas par cas en fait. Donc moi je me demande si en Guadeloupe, il n'y aurait pas en fait pléthore de dispositifs, mais pas suffisamment de personnel, donc de moyens humains pour développer ces dispositifs-là. Et à contrario, ici, il y a peut-être moins de dispositifs, mais qui permettent de mieux accompagner les entrepreneurs. Ça revient sur ce que disait Alicia, qui parlait de la qualité de l'accueil et la volonté de renseigner. Moi, je vais confirmer. Ce dispositif existe en Guadeloupe. Si vous voulez le trouver, vous allez sur le site de la CCI. Il est mentionné. Cependant, alors, j'ai pas dit qu'il n'existait pas. Il existe. Il est mentionné sur le site. Mais la difficulté, c'est le personnel pour mettre en place ce dispositif. Là, je suis formelle dessus. Ce n'est pas toujours aisé. Aujourd'hui, la difficulté est encore plus grande, puisque depuis le 1er janvier 2023, il y a le guichet unique. Donc, il n'y a plus de CFE. Il n'y a plus de centre de formalité des entreprises. Avant, on y allait, on avait un guichet, c'était physique, on discutait. Si on n'avait pas compris, la personne en face pouvait nous renseigner. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est la chambre de commerce ou la chambre des métiers. Ou la chambre des métiers. Mais là, maintenant, tout est regroupé dans un guichet unique et c'est en ligne. Vous n'avez plus personne. Alors, il faut quand même préciser que vous êtes quand même reçu par un conseiller des chambres consulaires. On peut demander un rendez-vous aux chambres consulaires. Est-ce qu'il y a l'accueil de qualité? Oui, l'accueil de qualité. Tout à fait, oui, l'accueil de qualité. Bonne qualité, que ce soit la chambre de commerce ou la chambre des métiers. Ma deuxième question maintenant. La société, elle est créée, vous avez des filons, comme disait Alicia. Ou pas. Alors, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Voilà. Donc, vous avez besoin, au bout de 3 ans, de redonner de la force, de la vigueur. Nous, on a un gros problème au niveau des banques. On en a parlé aussi avec notre invité. Est-ce que, Karine, tu peux nous dire comment ça peut fonctionner? Est-ce que tu as une impression qu'ailleurs, ça peut être différent? Sur la deuxième phase, on parle de le développement des entreprises. C'est ça. Oui. Je veux accroître mon activité, je maîtrise déjà mon marché, j'ai besoin d'aller plus loin. Est-ce que tu as l'impression qu'ailleurs, ça peut être mieux? Alors, moi, il y a d'autres difficultés. Mais en fait, c'est le fonctionnement et les process qui sont différents, en fait. Par exemple, quelqu'un qui est en phase de développement, qui veut utiliser des fonds sociaux européens pour compléter son budget, faire appel à d'autres subventions que les subventions régionales, donc vous passez un coup de fil à la mairie de Nice, vous rencontrez quelqu'un du département économique ou du département dédié à l'entrepreneuriat au féminin, par exemple. Et on vous redirige tout de suite vers une équipe de la communauté d'agglomération, toujours avec des consultants. Alors, ce qui est bien, c'est que les consultants ne sont pas forcément du personnel de la mairie ou de la communauté d'agglo, ce sont des consultants privés qui sont payés pour. Donc, c'est des personnes qui ont l'habitude de travailler avec des TPE, des PME et même des grands groupes. Et là, vous avez plusieurs personnes qui vous accompagnent pour pouvoir vous aider à monter ce dossier FSE. Ces personnes-là ont des obligations de résultat. C'est pas des fonctionnaires, on va dire. Non. Ah non, ils sont payés pour. C'est des gens qui ont répondu à un marché, qui sont dans l'obligation de vous accompagner et de faire en sorte que les fonds soient levés. D'accord. Bon, alors, Karine, on va devoir malheureusement te laisser. Est-ce que tu peux rappeler justement par rapport à ton activité, justement, c'est même prendre le mot de la bouche. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais là-bas et est-ce que c'est il y a un retour possible? Parce qu'on a besoin de tes compétences ici. Écoute, moi, je suis toujours dans la formation. Aujourd'hui, je suis consultante en formation et j'ai une double activité. Je suis responsable outil pédagogique d'un centre de formation et je fais du consulting pour des entreprises qui souhaitent monter
leur plan de formation et réaliser le recrutement de leurs employés. Voilà, donc je les conseille là-dessus, je les accompagne. Est-ce qu'il y a un retour possible pour le moment? Non. C'est pas d'actualité, j'ai encore envie de découvrir le monde. Voilà. Très bien. Ben écoute, on te dit merci, bon courage. Merci. Et Merci puis beaucoup. à très bientôt, merci d'avoir joué au jeu. Foss, Alors, je voulais juste compléter. on va appeler tout de suite M. Corbin et Brigitte. Oui, alors je voulais juste compléter. Donc, Karine a parlé de financement concernant le développement, mais n'oublions pas que le développement d'une entreprise est surtout lié au marché sur lequel elle se positionne et la réadaptation, l'adaptation du modèle, du business plan, du modèle de l'entreprise, économique de l'entreprise à ce marché, à la réaction de ce marché. Donc, à la taille du marché, et puis voilà, quoi. Tu voulais réagir? Oui. Il est question de faire preuve d'adaptativité, comme dirait Jenny Paulin, que je salue. Un chef d'entreprise doit en permanence chercher à s'adapter et avoir de la réactivité. C'est-à-dire que le modèle du chef d'entreprise qui se dit, bon, il va prendre l'argent dans la caisse d'entreprise vendredi soir, qui va aller en border, c'est en train de mourir concrètement entre tous les contrôles qui sont mis en place d'une part, mais également toute l'envie, parce qu'elle existe aussi, pour les chefs d'entreprise de développer leur structure, de pérenniser, de créer de la plus-value, de créer de l'emploi. Parce que lui, il veut embaucher, hein, mais avec quoi il paye? Il paye avec ses Guinée. D'accord. Alicia, est-ce que dans ton parcours, toi, en tant que jeune chef d'entreprise, est-ce que tu as senti ou eu un mentorat ou quelqu'un qui t'a guidé ou rassuré? Après, il y a la famille. Mais sinon, j'ai vraiment eu un bon mentor. En fait, j'ai fait une formation qui s'appelle Concept Group. D'ailleurs, elle s'appelle Karine Boisdur. Quand j'ai entendu Karine, je me suis dit, oh, elle est là, mais non. Et c'est avec eux que j'ai pu créer mon entreprise. C'est quelle structure? Concept Group. D'accord. Donc, en tout cas, faire les formalités, création de cabis, etc. Statut. Mais voilà, sinon après le reste, c'est toi et ta motivation. Coaché, en fait. Donc toi, tu es en phase de lancement, tu n'es pas encore en phase de développement. Ça fait combien de temps? Non, C'est une question. Ok. Ça fait 1 an qu'on a ouvert. Moi, je pense qu'on n'arrête jamais de se développer. Pour le moment, je considère qu'on est quand même encore au début. Et voilà. Est-ce que tu as embauché? Non, pas encore. J'espère que ce sera possible. On va écouter M. Corbin, mais moi, je voulais rajouter quelque chose. On a parlé de la création. Mais pour le développement, moi, je pense qu'il y a un frein, et ce n'est pas le lieu qui fait qu'il y ait ce frein-là, c'est l'éducation financière des chefs d'entreprise. Ça, ne pas savoir comment circule l'argent dans l'entreprise, les incidences qu'on fait 4 fois sans frais, qu'on fait une acquisition immobilière, etc., c'est important. C'est en fonction de ça que vous pouvez décider à quel moment investir ou pas. Parce que la première phase, c'est trouver les clients, comme elle disait, pour avoir le chiffre d'affaires, mais il n'y a pas que ça. Quand on a l'argent, il faut le garder dans la trésorerie. Il faut avoir la trésorerie pour payer ses fournisseurs, ses charges sociales, ses charges fiscales. Mais après, il faut investir l'argent pour que justement on puisse dupliquer et qu'on puisse développer son activité. Et ça, dans l'éducation financière, je pense que ça, c'est le bas qui blesse pour de nombreux chefs d'entreprise parce qu'ils ne savent pas. Donc, il y a pléthore de dispositifs aujourd'hui pour les aider, des choses qui sont gratuites sur les réseaux, sur YouTube, etc. C'est gratuit. Au moins s'informer. Il faut qu'on parle aussi des questions de mentalité. Ça, c'est ce qu'on a entendu. Je suis dans ta tête. J'ai pas mentalité, fini, la question de... Il y a aussi, juste, attends, on va parler aussi des contraintes structurelles. Tu en as parlé. Structurelles, fonctionnelles. Il y a un poteau qui ne fonctionne pas. Ça prend 30 ans pour s'aménager. Les problèmes sur les routes, etc. Ça, est-ce que ce sont des éléments qui sont des freins chez nous? Oui. Moi, je pense que oui, complètement, parce que je vais prendre encore un exemple. On a déménagé, on est au niveau de Fouillol, et donc on a un petit local. Donc, du coup, on a plusieurs problèmes par rapport déjà rien qu'au manque de lumière, puisqu'il fait noir. Qui dit noir dit pas assez de visibilité, donc beaucoup moins de sécurité. D'ailleurs, dernièrement, on s'est fait agresser. Après, porter plainte, personne n'est venu, rien du tout. On a le problème du coup du manque de lumière. Il y a aussi du coup des personnes qui passent là en fait. Enfin, il y a des drogués ou je sais pas comment on peut vraiment les définir. Voilà, qui posent
grand problème parce que comme on voit par exemple en Hexagone, les commerces peuvent fermer tard. Qui dit fermer tard dit une plus belle amplitude de clients et donc plus d'argent. Il est impossible pour nous de fermer après 22 heures parce que qui dit après 22 heures dit 10 fois plus de risques de braquage, d'agression. Donc en fait, ça dit moins d'argent. Donc ça dit moins de clients et donc c'est compliqué. Il faut gérer cette histoire de lumière, de danger. Enfin, il faut qu'on soit plus en sécurité. Qu'est-ce que tu as mis en place? On ferme plus tôt. Mais est-ce que tu as fait des demandes? Ah oui, j'ai fait des demandes, j'ai déjà porté plainte. Là, on va déposer notre plainte auprès du procureur parce que du coup la police ils m'ont dit qu'ils peuvent rien faire pour moi. Donc voilà. Éclairage public, hein. On parle d'éclairage public. Je trouve que c'est quand même le minimum, quoi. Le minimum, mais on est tous d'accord, on peut pas te dire le contraire. Après une agression, et puis en plus, s'ils veulent, c'est vrai que si vous voulez, moi je suis pas du genre à stigmatiser les lieux. Oui, on est à Pointe-à-Pitre, donc c'est égal de danger. Moi je vois pas les choses comme ça, je vois plutôt que Pointe-à-Pitre, je suis quand même derrière le Crous, je suis à côté du Memorial Act, donc j'espère que les étudiants ne risquent pas de se faire agresser comme nous on l'a été parce que c'est Pointe-à-Pitre. Et je trouve aussi que ça reste quand même le centre de la Guadeloupe. Donc il faudrait au contraire attirer le monde, pour qu'il y ait plus d'activités, que ce soit plus attractif et donc peut-être amener aussi plus d'argent du coup. On va partir du côté du téléphone avec Jacqueline Jacqueret. Bonjour Jacqueline. Alors oui, bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Voilà, alors que tu es... Alors j'entends très très loin, j'entends vraiment très très loin. Je me rapproche. Tu es responsable de la boutique Kaladja. Et puis, donc, sur cette question-là, est-il plus difficile? Depuis combien de temps tu entreprends? Tu as cette boutique? Alors non, je n'entreprends plus. J'ai été pendant 18 ans responsable de mon entreprise, Kaladja Bastère, mais j'ai arrêté depuis 2002. Je ne suis plus en activité dans ce domaine-là. Est-ce que selon toi, justement, à l'heure du bilan, est-ce que tu as l'impression que c'est plus difficile d'entreprendre chez nous? Et si oui, quelles sont sous quelles problématiques tu aimerais revenir? Alors, c'est difficile comme tout. Je crois que lorsqu'on décide d'entreprendre, il faut se dire qu'est-ce que je veux et de quoi je dispose et comment je peux m'organiser moi déjà. Je vais donner un exemple simple. Moi, lorsque j'ai commencé, parce que j'étais éducatrice et donc je voulais changer de branche, je suis allée à la banque, j'ai demandé un découvert, malgré que j'avais un salaire, ils ne me l'ont pas donné. Donc, c'est pour tout ça pour te dire que, grand bonheur, il faut compter sur vous-même. Peut-être le réseau, un petit réseau familial d'élèves, on peut compter sur. Mais c'est vrai que si tu commences ton activité, que tu te dis, tu vas compter sur... en tout cas, de mon temps, si tu comptes sur les aides de l'État et de tout ça, de l'État français, ou en difficulté, sous pas ni boilon, ou en difficulté. Et d'après moi, jusqu'à présent, c'est petit bon même là, faut boire un petit bon long pour que ça paye. Donc, faut faire des moyens, au propre moyen, quoi dans projet, et faire petit à petit s'il le faut, mais surtout compter sur vous-même, en sachant que faut essayer de profiter des dispositifs qui sont en place, mais il ne faut pas appuyer au Kissidio, parce que c'est vrai que si on appuie au Kissidio, on peut être en difficulté. Je trouve que c'est triste de penser comme ça. Parce qu'en fait, s'ils mettent des choses à disposition, c'est pas fait pour qu'on puisse devoir... c'est la vérité. Moi, le pitch, par exemple, je l'ai reçu après activité. C'est la vérité, on va le recevoir après. Mais on ne devrait pas, au contraire, on ne devrait pas fonctionner en se disant, on ne va pas forcément avoir l'aide de l'État, faut avoir le bras long. Non, en fait, parce que c'est fait pour ça, c'est mis à disposition pour ça. Donc, on ne devrait pas devoir l'attendre après et s'efforcer de fonctionner autrement. Même si c'est ce qu'il faut faire. Français-Mé, après tu veux. Français-Mé. Moi, je vais poser un bémol. En fait, c'est important de se dire qu'il est possible de compter sur les aides de l'État. Mais je pense, et je remercie un des agents de la CCI, je crois que c'est M. Angol, qui dit qu'en fait, c'est comme si c'est du beurre qui va dans les épinards. C'est-à-dire qu'il faut le programmer, oui, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va tomber. C'est la cerise sur le gâteau. Parce qu'en fait, pour pouvoir... C'est ce que ma comptable... Et je dis bonjour à ma comptable. Ce que ma comptable m'a dit de m'expliquer... Oui, c'est Madame Serva, Estelle Serva, voilà. Cabinet FIPAG. Donc, ce que ma comptable me disait, parce qu'elle m'a accompagnée du début jusqu'à maintenant que elle m'a accompagnée,
après l'immatriculation, elle m'expliquait qu'en fait, OK, il y a de l'argent, mais comment on va le gérer? Qu'est-ce qu'on en fait? Quand l'argent va arriver, il faut s'organiser pour se dire que s'il n'arrive pas, comment je m'organise? Et quand il est là, je vais peut-être me dire que là, je vais l'utiliser pour l'investissement, je vais l'utiliser pour réparer quelque chose, je vais l'utiliser pour l'innovation. Je vais continuer sur ce pourquoi j'avais demandé la parole tout à l'heure. On parlait de la mentalité. En fait, il y a une notion de création qui est très importante parce qu'on dit qu'il faut se développer, etc. Je suis d'accord. Tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, tout le monde ne peut pas se dire qu'il va travailler dans le même secteur. Et tout le monde ne peut pas se dire que ce qui a fonctionné à l'extérieur, en France, Navarre, en Asie et compagnie, va fonctionner en Guadeloupe. Moi, je le dis. Moi, je prends une filière d'excellence, c'est-à-dire une personne qui a une capacité, une compétence, elle a qu'à la développer jusqu'à l'excellence et ensuite pourra la monnayer ses valeurs, monnayer sa vision du monde et permettre à la communauté de se développer également par rapport à ses actions. Mais si elle se dit, ah oui, comme Alicia a ouvert un food truck avec des bananes, moi je vais ouvrir un food truck avec des patates, je vais me mettre juste à côté d'elle, ça va faire une zone d'achalandise. Ils vont ouvrir ça va bien se passer. Exactement la même chose. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas les choses. Moi je le dis. Il faut qu'on dise les choses. Mais en fait, l'idée est de comprendre qu'est-ce qui fait que moi, ce que je sais faire, je sais le faire correctement et comment je peux faire pour le rendre excellent et en faire une plus-value, en faire des bénéfices. Et il y a des gens qui ont des idées, mais qui s'arrêtent, comme disait François, mais au stade de l'idée. Non, il faut aussi y réfléchir. Là aussi, j'ai réfléchi. Il y a des gens que j'accompagne, moi, des porteurs de projets en lien avec des incubateurs, par exemple. Mais ils pensent qu'ils vont arriver en 6 mois, ils vont avoir de l'argent pour pouvoir acheter 2 voitures. Et puis, je dis oui, bien sûr. Mais bien sûr. Là, on a le cas de l'essence qui a augmenté pour tout le monde. Je vois des livraisons gratuites, elles sont plus gratuites et je peux comprendre. On a le cas de l'importation de fournitures de matières premières. C'est pas beaucoup mon cas, qui a augmenté de manière exponentielle. Mais quand on a fait les tarifs, c'était pas prévu. Et quand on va expliquer, que ce soit moi, je travaille beaucoup à l'établissement scolaire. À l'établissement scolaire, oui, mais mon bureau est à Grand-Camp, je vais travailler sur Bastia, je vais travailler à Vieux-Habitants ou à Courbet. Ben, je suis obligée de faire un prix différent. Et dire, ah bon, mais nous, c'est bizarre ça, mais c'est quand même la Guadeloupe. D'accord. Les coûts ne sont pas pareils. L'adaptativité. Jacqueline, Jacqueline? Oui, allô? Tu es là. Justement, j'aimerais qu'on parle avec toi qui as tenu une boutique. Allô? Oui, tu m'entends ou pas? Oui, mais c'est très... Oh là là, c'est difficile pour moi. Ça va aller. J'ai du mal à entendre ce qui est dit. Ah, ok, on va faire avec, on est déjà là. Dis-moi, concernant la question de la clientèle, toi qui as tenu une boutique, le consommateur, est-ce qu'il y a des choses aussi à ce niveau-là qui pourraient être plus compliquées ici qu'ailleurs? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est plus compliqué ici qu'ailleurs au niveau de la clientèle. Ce que les gens demandent, un client normal demande, c'est qu'on lui donne des produits de qualité au meilleur prix. Donc ça, je pense que c'est une demande qui est légitime et qui est, on va dire, presque universelle. Après, c'est comment justement répondre, puisque bon, nous savons qu'il y a des contraintes par rapport à la réalité de la Guadeloupe, surtout si on fait dans l'importation. Donc, on a une difficulté par rapport à faire rentrer en phase la qualité et le prix. Il me semble que c'est ça la difficulté, c'est comment faire pour que on ait des prix, surtout lorsque l'on est dans l'importation, des prix qui puissent vous permettre de satisfaire le client tout en ayant la qualité. Parce que très souvent, quelquefois, on est obligé de se rabattre sur le moins cher parce que après, le client ne pourra pas suivre. Mais au niveau de la qualité, et ça c'est important, alors moi, j'avais une petite entreprise artisanale. Donc, moi, le choix que j'avais fait, c'était d'avoir des produits de qualité et d'aller sur un axe où il n'y avait pas je faisais de l'artisanat, donc c'était pas banalisé. J'avais vraiment fait le choix de la qualité, voire de l'excellence, de façon à ce que la clientèle que j'avais puisse pouvoir répondre au niveau du prix, parce que c'est vrai que j'avais des prix qui n'étaient pas des prix bas, parce que j'avais fait le choix d'aller vers l'excellence, de façon à ce que je puisse me fidéliser une clientèle. Très bien. Jacqueline, malheureusement, on va devoir te laisser. En te remerciant pour ton intervention. Ok, il n'y a pas de Nous excuser pour la qualité. Normalement, on devait se voir en Zoom, mais nous avons eu une contrainte technique.
et je vous prie de m'excuser parce que là, vraiment, non, Pas de souci. c'était très difficile pour moi. Allez, Ok. Merci, bonne continuation. merci. On va partir du côté du téléphone rapidement aussi avec notre autre invité. Alors moi, je vais revenir sur la question de l'ambition. Est-ce qu'on a plus d'ambition ici? Quand on parle d'extension, hein, d'accord? La société existe. Est-ce que certaines personnes, eu égard à l'idée et la genèse du projet, se disent, bon, j'ai 48 salaires en moins, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, moi, on a satisfait moins de ça, j'ai à peine 8 familles en moins. Est-ce qu'on a un problème de ce type-là ici? Non. Attends. Non. Non. Moi, je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui ont de l'ambition. Ils veulent avoir plus, ils veulent faire toujours plus. La chose dont les gens ont généralement besoin, c'est du temps. Et ils n'ont pas forcément l'ambition d'avoir plus de temps. Ils veulent plus d'argent, ne s'organisent pas pour avoir du temps pour développer cette donnée financière. Mais il y a de l'ambition en Guadeloupe. Et la vision surtout, parce que l'ambition est forcément liée à la vision. Et quel moyen comment je place mon entreprise? Est-ce que je veux juste une entreprise qui répond à un marché local? Est-ce que mon ambition, elle est régionale? Est-ce qu'elle est internationale? Comment je vois ma structure? Voilà. Après, moi, je pense que tout le monde a des ambitions dans la vie, hein, que ce soit créer une entreprise ou se développer dans l'entreprise dans laquelle on travaille ou faire autre chose. Tout le monde a des ambitions. Après, tout le monde n'a pas le cardio. Je dirais que comme c'est quelque chose de compliqué, parfois, surtout du côté de l'entreprise, on peut croire que les gens, en fait, baissent les bras, alors qu'en fait, c'est juste que parfois, ça peut être plus compliqué que... Je vais aller plus loin. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'ambition et il y a des gens qui ont autant d'ambition qu'ils ont de peur. Donc, ça s'annihile. On va aller du côté du téléphone avec un monsieur ambitieux. Monsieur Virasamy, bonjour. Oui, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites? J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je suis à l'antenne, là? Oui, tu es à l'antenne, oui. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les choses qui ont été dites. Hein. Je suis d'accord avec pas mal de choses par rapport à la création d'entreprises. Mais il y a des notions qu'il faut absolument ne pas écarter. La première, c'est que quelle que soit l'entreprise, qu'elle soit artisanale, commerciale, agricole ou marin-pêcheur, et d'ailleurs il y a quelqu'un sur le plateau qui l'a dit, il faut avoir quand même une dose de vocation. Parce que la réussite... Une dose de quoi? Vocation, d'accord. Ouais, la réussite ne vous tend pas les mains comme ça. Il faut avoir déjà une petite valeur ajoutée d'envie et de vocation. Parce que si on n'a pas ça, on est très vite, essoufflé. Et c'est comme ça que les entreprises ne passent pas le pitre des 3 ans, parce qu'on est très vite assommé par un certain nombre de choses, et puis on est fatigué. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est que on dit souvent qu'il faut de la volonté et de l'espoir pour une entreprise. Mais le banquier, lui, il ne vit pas avec l'espoir et la volonté. Lui, ce qui est important pour lui, c'est d'engranger de l'argent. Et nous vivons sur un territoire qui, malgré, à cause de notre situation, il y a un certain nombre d'écueils qui nous agressent en permanence. Notamment, il y a, notre économie qui est rythmée et suspendue aux aléas climatiques, puisque nous avons des cyclones, des tempêtes et tout ça, tremblements de terre, volcans. Il y a des dispositifs qui se sont multipliés sur notre territoire sans jamais faire la démonstration de leur efficacité. Il y a eu la Covid, il y a eu la crise sociale, la Fiona, les Sargasses et la guerre en Ukraine qui a multiplié par 4 les conteneurs d'importation. Et il y a surtout le travail dissimulé avec l'évasion financière, le e-commerce et sans oublier mon combat qui est les cotisations sociales qui sont mal appliquées et non conformes aux résultats des entreprises. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entreprendre. Au contraire, nous avons un potentiel énorme de volonté de créer des entreprises, et c'est pour ça que la Guadeloupe fait partie des départements les plus créatifs au niveau entrepreneurial. Seulement, je le dis clairement, tant que nous n'allons pas résoudre la problématique des cotisations sociales et puis des moratoires, vous avez entendu comme moi le coup de gueule de M. Jean-Yves Ramassamy avec juste raison. Comment pouvez-vous avoir signé un moratoire pour 3-4 ans avec les URSSAF et puis du jour au lendemain on vous dit non, nous on arrête le moratoire et vous devez payer ce que vous devez. Bon,
il y a une chose que je voudrais dire qui est très, très, très importante. Quand on a une entreprise, c'est pas parce qu'on est indépendant, donc lié à un chiffre d'affaires, je dis bien indépendant lié à un chiffre d'affaires, qu'il ne faut pas tenir une comptabilité saine. Vous devez avoir un cahier, je le dis à qui veut l'entendre, vous devez avoir un cahier de jours. Et tous les jours, vous devez noter ce que vous dépensez et ce qui rentre dans l'entreprise. Parce que vous avez besoin, vous, personnellement, de savoir tous les mois combien d'argent qui est rentré, combien d'argent qui est sorti. À la fin de l'année, votre comptable a besoin de ces éléments-là pour pouvoir faire votre bilan et pour l'adresser soit aux impôts, soit à la sécurité sociale ou aux URSSAF. Et donc, comment dirais-je, c'est très important que les gens puissent comprendre qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas monopoliser l'antenne, mais je dis que quelque part, nous avons la possibilité de créer beaucoup d'entreprises chez nous, en Guadeloupe, seulement il faut avoir la volonté comment dirais-je, de faire attention à tout ce que je viens de dire pour pouvoir permettre à l'entreprise d'évoluer correctement. Voilà. Merci. Un autre jour, je vais développer tout ça. De toute façon, mon ami, tu sais que tu es chez toi ici. Alors, merci pour cette belle intervention. Et puis, on te dit, tiens, Béred. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça marche. Allez, au revoir. Je voudrais juste revenir sur quelques points sur le marché sur lequel... Je voudrais qu'on mette aussi les différents visuels pour ces dames. Sur le marché sur lequel nous sommes, on est sur une île. Donc, on a une zone qui est déjà restreinte. Ça, c'est une chose. On a un taux de chômage qui est structurellement élevé. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé du groupe GBH. Il a fêté ses 60 ans en 2020. Et pour moi, c'est un monopole. Ils sont hégémoniques. Voilà, monopole pour l'automobile, la grande distribution, la location de voitures. Bref, je ne vais pas nommer les noms. Mais 2 secondes. On va mettre des illustrations sur les activités de Bananas Burg et Cabinet Apogée. Alors, moi, je veux simplement rappeler que c'est dans ce contexte qu'on est. Donc, quand on décide de créer, on tient compte de ce contexte. On est d'accord. Dans le choix des filières, le mode de distribution, le financement, agricole ou pas, etc. Donc, il faut tenir compte du contexte. On est d'accord. Et on a quand même une économie qui est assez typique, on va dire entre guillemets, des Outre-mer. C'est qu'on est souvent dans les mêmes secteurs. Il y a une personne dans le micro-trottoir qui a dit c'est toujours les mêmes. Secteur de bouche, bâtiments, etc. Mais il y a quand même un essor dans d'autres filières, les énergies renouvelables, etc. Donc, il y a du développement. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ce n'est pas facile. Et on n'a jamais dit que c'était facile, on a dit que c'était possible. Donc, on est d'accord. On va revenir vers Alicia Raboisson. On va voir un peu ce que tu fais. Les images vont arriver et tu vas nous commenter un peu ta structure. Et oh là là, ça donne faim, là. Non, ben voilà, ça c'est typiquement le burger de banane. Donc on utilise du steak de bœuf. Donc je précise parce que c'est ce qui fait tout. Donc au lieu de mettre le pain, tu mets les bananes au-dessus. Voilà. Oui, ce sont des bananes. C'est la banane pesée. On fait aussi avec le fruit à pain et on est en train de faire avec de la patate douce. On a aussi formule traiteur. Là, c'est de la patate douce. Tout est fait avec de la farine de patate douce. Et il y a quelques petits fruits à pain au bout. Donc, tu as aussi la formule traiteur. Oui, aussi. voilà. D'accord. Donc, on peut te contacter pour un événement, des choses comme ça. Oui, voilà. Parfait. Et ça, quand on dit que quand on est chef d'entreprise, il faut toujours se relever, ces temps-ci, c'est assez calme. Donc, on a créé la box duo avec un prix abordable du coup. Et ça a bien fonctionné d'ailleurs, puisque ça a réveillé les clients. Et du coup, ça va. Quand tu dis on, c'est qui ? C'est moi, mais je considère qu'on est plusieurs derrière, en fait. On est plusieurs soutiens. J'ai une amie qui est là souvent avec moi, bientôt collaboratrice. Vous mettez tout le monde en avant. Je lui avais dit. Bonjour l'ami. Ton nom ? Tamira, donc tu soutiens, Exactement. Bientôt, elle est là très souvent. C'est bien de Baïfos. Bravo en tout cas pour ce que tu fais, c'est magnifique. Moi je vais venir goûter ça. Merci. Ah ouais. Justement, tout de suite on va aller voir ce que Frédéric nous propose. Donc en fait, le cabinet propose du coaching sous différents formats, différentes formules, préparation aux examens. On fait des camps de motivation et d'introspection avec les jeunes, justement pour leur apprendre à réfléchir mieux sur qui ils sont, ce qu'ils veulent et comment ils font pour y arriver, pour avoir différentes pièces du puzzle. Donc là, ce sont des camps de survie qu'on met en place. C'est bien ça.
Merci. C'est à quel âge besoin d'envoyer les miens? De 10 à 17 ans, mais c'est un produit dont les établissements scolaires s'emparent pour l'école ouverte. Oui. Donc on fait 24 heures de camp, les gamins sortent là, ouais, tout est changé dans leur tête. On travaille aussi, j'ai un collaborateur avec qui je fais des camps de self-défense, donc c'est pour apprendre à mieux respirer, gérer ses émotions autant dans la tête que dans le corps, et puis apprendre des techniques pour repousser le combat et donc éviter de s'asseoir très fréquemment chez le CPE ou le proviseur. Et là, on a un atelier donc, de préparation à l'épreuve orale, autant pour un examen que pour la campagne de recrutement pour l'alternance. Donc ça aura lieu le 24 juin, si je ne me trompe pas, à Pointe-à-Pitre, en partenariat avec le restaurant Le Joy, qui a décidé de jouer le jeu également. Quand tu prends des groupes comme ça, comment tu sécurises, comment... Sécuriser le groupe, la première chose, c'est le terrain. Pour le camp, c'est le terrain. Je trouve des terrains qui sont extraordinaires. Alors, par exemple, on part de Sainte-Anne, on part de Delaire, Sainte-Anne, je fais des journées Koh-Lanta. On part de Delaire et on arrive jusqu'à la plage du Bois en passant rien que dans le bois et en traversant la route une seule fois. Et là, les gens ne se doutent pas de tout ce qui existe en Guadeloupe. On passe par des sables mouvants, par exemple. Ouais, les gens sont retournés par ce qu'ils ont vu. Mais comme disait Francimé, c'est vraiment la volonté de montrer aussi autre chose. Donc moi, j'ai beaucoup voyagé, entre autres. Et ça, c'est un cours qu'on met en place à la Dominique, d'une semaine pour jouer pour les 10-17, entre le 12 et le 19 août. Exactement. Mais mon principe à moi, c'est de montrer qu'il y a des choses à faire. Et c'est en allant voir l'autre, en se confrontant à l'autre, qu'on peut mieux aussi apprendre de soi. Donc, j'utilise mon identité, mes compétences surtout, pour les mettre au service de l'entreprise et proposer une valeur ajoutée. Je n'ai pas inventé l'eau chaude, il y a des camps qui sont réalisés par tout type d'associations. Mais ce que je propose, moi, c'est vraiment une question de faire ensemble et que si ou pas fait, nous péquer avancer. Moi, je trouve ça génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Très bonne initiative. Tout à fait, très bonne initiative. Et moi, là, Elle va envoyer sa fille. Tout à fait, ça peut être intéressant pour elle. Avec plaisir. Alors, pour les jeunes, mais pour les entrepreneurs, les porteurs de projets, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu as des... Oui, alors pour les porteurs entrepreneurs, on a des accompagnements qui sont pareils, sous forme de camp. Donc, quand on a un groupe suffisant ou une association qui commande, ça s'est déjà produit avec Arrimage Goodil, on l'a mis en place sur 50 heures pour travailler sur des thématiques en lien avec le chef d'entreprise, puisque j'insiste sur le fait que c'est le PSO qui nourrit le pro. Tout à fait. Nous finissons. Et on a du coaching. Numéro de téléphone. 06 90 11 65 11. Cabinet Apogée. Cabinet Apogée. Bananasberg, on est à Fouilleul-Pointe-à-Pitre et c'est 06 91 25 16 60. C'est un numéro de Guadeloupe. Hein. Et c'est bon. Et c'est très bon. Voilà, il faut dire ça. C'est bon. Merci à vous. Vos actualités, mesdames. Bientôt une masterclass sur comment fixer les prix. Waouh. Et toi? Pas d'actualité. Tu produis où? Non, pas du tout, pas d'actualité pour le moment. Je vous inviterai simplement à regarder sur les réseaux. Il y a beaucoup de networking, d'afterwork, de concours, de séminaires qui se préparent là, qui auront lieu prochainement. Donc, il y a Beer Boss à la fin du mois. Ouais. Il y a Boost Up Camp fait par Innova. Et puis, tous les salons de création et de développement d'activités qui se tiennent sur le territoire. Donc, restez connectés. Moi, je vais juste rajouter quelque chose. Je vais dire à chaque entrepreneur que s'ils regardent Culture Business, ils ont de quoi se faire accompagner et se développer. Ça marche. Merci à vous tous. Merci à Jordan pour l'accompagnement. Merci à Canal 10. Merci à vous qui nous regardez. À la semaine prochaine.